Nous sommes en 3061. 3061, donc 1000 ans après 2001 et 940 ans après le dernier épisode 2061. Le livre commence par un paragraphe sur ce qu'il appelle les premiers-nés. Donc j'imagine ceux qui ont créé les monolithes. On sait qu'ils sont faits de chair et d'os, mais qu'ils n'ont rien d'humain. Ils visitent depuis tout le temps, ils visitent l'espace, ils contemplent de nombreuses vies. Voilà, ils observent les vies qu'il y a dans l'espace. Et ils sont arrivés à la conclusion que rien n'est plus précieux que l'esprit. Ils veulent favoriser l'apparition de l'esprit, et parfois, ils doivent arracher les mauvaises herbes. Ça, c'est intéressant. Et ensuite, on sait qu'ils savent enregistrer leur esprit dans des machines, et ils ne sont plus l'esclave de la matière. Donc ça rejoint l'idée que c'est eux qui ont créé le monolithe et qui ont mis Dave Bowman au tout début dans le monolithe. Enfin, dans un état où il n'y a que l'esprit et plus la matière. Donc voilà. Donc la phrase un peu préoccupante, c'est que rien n'est plus précieux que l'esprit. Parfois, ils en favorisent l'apparition. Donc là, on pense au premier chapitre du premier livre avec les hommes préhistoriques il y a 400 000 ans. Et là, on sait que parfois, ils doivent arracher les mauvaises herbes. Donc la question qu'on se pose, c'est est-ce que les humains font partie des mauvaises herbes? Au retour dans le monde des humains, sur le système solaire, on fait la découverte du personnage de Chandler. Chandler ne fait pas des crêpes anglaises, avec l'accent anglais, c'est son prénom. Et lui, son métier, c'est de transporter les comètes, qui contiennent beaucoup d'eau glacée, avec des gros vaisseaux. Le sien s'appelle le Goliath. Il transporte les énormes comètes et il les balance sur les planètes pour apporter de l'eau sur certaines planètes qui en manquent, ou certains satellites. Donc voilà, c'est un peu de l'ingénierie écologique à l'échelle du système solaire. De temps en temps, dans son métier, il doit ramasser les déchets qu'il y a dans l'espace, parce qu'au tout début de l'ère spatiale, donc autour des années 2000, donc il y a 1000 ans, rappelons-le, voilà, on envoyait des satellites partout, des bouts de fusée qui traînaient, c'était vraiment une déchetterie, donc il faut nettoyer. Donc de temps en temps, il ramasse des déchets, et là, il détecte dans son vaisseau spatial, le Goliath, il voit un signal, attention, il y a un déchet. Il n'y a pas beaucoup de métal, il doit faire à peu près telle masse, mais il n'y a pas beaucoup de métal, alors il est étonné. Mais il le rattrape, hein, c'est son devoir. Et là, on découvre que c'est un personnage qu'on connaît déjà, qui s'appelle Frank Poole. Donc, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais dans 2001, il y a le vaisseau, il y a 3 personnes. Celui qui devient l'enfant des étoiles, qui est rentré dans le monolithe. Et un petit peu avant, il y avait Frank Poole, qui a été jeté dans l'espace par Hal, et il a fini congelé. Et donc ce Frank Poole, ben voilà, finalement, il a été bien congelé. Et les médecins de l'an 3001, ils arrivent à le remettre à la vie, tu vois. Donc son cerveau est intact, son organe, ses différents organes, tout ça. Donc ça fait un peu référence au chapitre précédent de 2019, où l'auteur disait que la médecine allait faire d'énormes progrès. Donc très bien, bon, les médecins, ils parlent lentement parce que pour eux, c'est un anglais. Ils parlent aussi anglais, mais l'anglais qui a 1000 ans de plus. Donc ils essaient de parler très lentement et ils arrivent à trouver une historienne spécialisée de ce qu'on appelle l'âge de la violence, qui est en fait les années 2000. Donc voilà, elle a fait sa thèse à Harvard, des choses comme ça. Et donc petit à petit, cette personne s'appelle Indra. Indra, donc un personnage important, deuxième personnage qu'on découvre. Voilà, elle accompagne le héros Frank Poole pour comprendre et s'adapter au monde de l'année 3000. Et en échange, Frank Poole essaie de lui expliquer ce que c'était que le monde dans les années 2000. Parce que même les historiens, ils ont une vision tronquée de la réalité. Donc voilà, donc il y a différentes choses assez intéressantes, c'est vraiment pas mal à ce moment-là. Donc il s'intègre à la société. Il y a un truc, par exemple, pour se dire bonjour, dans la paume de la main, il y a des sortes de puces. Et quand on ouvre une porte ou quand on passe la main devant, on détecte, écrit le nom, le prénom, l'année de naissance, le métier et une sorte de code qui permet d'identifier chacun. Donc voilà, il découvre ça. Il découvre les ascenseurs spatiaux. Donc pour éviter de consommer trop de carburant
pour tous les décollages depuis la Terre. Il y a des ascenseurs spatiaux, donc il y a 4 tours, 4 ascenseurs, 4 tours. La tour Afrique, la tour Amérique, la tour Océanie et la tour Asie, au niveau de l'équateur. Et toutes ces tours sont reliées par une ville. Alors je crois que c'est Star City ou quelque chose comme ça. Donc c'est assez intéressant et les scientifiques disent qu'il y a besoin d'énormément de matériaux très solides et en particulier le diamant. Donc ça rejoint le livre précédent où on a découvert que sur Europe, le monde Zeus, c'était un monde en diamant. Donc ça permet de faire ça. Dans l'ascenseur spatial, voilà, bon, il y a des salles immenses de 5 km de diamètre avec des séquoias géants, des plantes incroyables, des fruits partout. Et il y a un truc qui est assez marrant, c'est il y a un dinosaure jardinier. Donc Frank Poole, il a peur, tu vois, il se pétrifie de terreur. Mais en fait, il se rend compte que... Enfin, tu vois, bon. Et en fait, on lui explique, Indra lui explique qu'ils ont réussi à récupérer de l'ADN et à en faire des dinosaures qui sont de très bons jardiniers, ils s'occupent bien des enfants, ils sont super gentils, ils sont pas du tout agressifs. Un truc un peu plus glauque, c'est on lui passe un valet, tu vois, un servant. Et en fait, on apprend que c'est une sorte de prisonnier, mais depuis 1000 ans, là, on a arrêté d'avoir des prisons. Et si j'ai bien compris, ben, ils l'ont lobotomisé, quoi. Et, alors que ce soit chirurgicalement ou chimiquement, je sais pas trop, mais voilà, en fait, c'est un peu particulier. Donc voilà, il a un valet, un ancien prisonnier. Voilà, on découvre qu'il mange pas de viande et qu'il mange des produits de synthèse avec plein de colorants et d'additifs et que c'est presque aussi bon, même si Frank Poole contredit. Ils arrivent à faire des vaisseaux ils choisissent la gravité, tu vois, avec ou sans gravité, pour pas du tout ressentir l'accélération au moment du décollage. Donc par exemple, ils vont sur la Lune, de la Terre à la Lune, avec l'ascenseur spatial en 15 minutes, et en fait, ils ressentent pas du tout l'accélération. Et un truc un peu plus important pour l'histoire, c'est les lecteurs de pensée. Donc ils ont tous, bon, moi j'ai imaginé que c'était un serre-tête autour de la tempe là, et ils ont tous un lecteur de pensée. Et bon, tu vois, ils parlent entre eux, ils s'envoient des messages, envoie un message à machin, code le message, rends-le public, enregistre-le, etc., etc. Bon, très bien. Ensuite, bon, bah, petit à petit, il découvre des choses, des sortes de salles de réalité virtuelle, où il peut se balader sur Terre, dans l'espace, avec plus ou moins de parties virtuelles. Donc il y a quelqu'un en dragon, des choses comme ça. C'est assez rigolo. Bon, et ensuite, il s'ennuie un peu, donc il va sur Ganymède, qui est proche d'Europe. Donc tout va bien. Et là, je sais plus si c'est à ce moment-là qu'on le découvre ou si on le savait déjà. Dans le livre précédent. Non, je crois qu'on ne le savait pas. Donc on découvre Alman. Donc c'est sur Europe, on se rappelle qu'il y a le monolithe. On se rappelle que Bowman est intégré dans l'ordinateur, que Bowman au tout début a communiqué grâce à Hal. Et là on découvre que Hal et Bowman sont un peu fusionnés. Et on les appelle Hallman, le mot valise qui fait de la contraction de Hal, l'ordinateur, et Bowman. Dave Bowman, l'enfant des étoiles, qui a été aspiré par le monolithe dans le premier livre. Donc Bowman donne conseil à son ami. Donc on se rappelle que Bowman et Frank Poole vivaient tous les deux dans les années 2000. Donc Bowman donne un conseil à son ami, Frank Poole, voilà, il commence à discuter. Il dit que lui, il a accès à une certaine partie du monolithe, pas à tout. Il a eu un aperçu des forces supérieures. Et il dit que les forces supérieures sont terrifiantes. Hallman informe que le monolithe, une fois qu'il a été activé, qu'il a servi, la force supérieure ne l'éteint jamais. Tu vois, donc c'est le cas pour le monolithe de la Terre, de la Lune et sur Europe. Et on apprend quelque chose d'intéressant aussi, c'est que le monolithe appartient à un réseau galactique. Et le nœud le plus proche est à 500 années-lumière. Donc voilà. Donc on sait qu'il y a d'autres forces ou d'autres monolithes pas loin, enfin pas loin, entre guillemets. Et là, vraiment l'importance du message, c'est que la force supérieure qui a créé l'humanité il y a 400 000 ans, quand on était des singes, va décider s'il faut garder
les humains ou les sacrifier. Donc pour revenir au paragraphe d'introduction, est-ce que les humains sont une mauvaise herbe ou est-ce que c'est une bonne plante et il faut en conserver la pensée, l'esprit, la pensée que recherche la force supérieure. Hallman ajoute que il ne donne pas cher de notre peau, pour reprendre l'expression mot pour mot. Il ne donne pas cher de notre peau, mais il veut bien aider. Donc, heureusement que Hallman va nous aider. Donc, Frank Poole décide d'avertir une sorte de conseil, le conseil intergalactique, quelque chose comme ça. Et le conseil juge bon de se préparer au pire malgré tout, même si la force supérieure est beaucoup trop puissante, on va quand même essayer de s'entraîner. Alors ils réfléchissent, ils se disent bon bah voilà, même avec toutes les bombes atomiques sûrement ça sert à rien parce qu'on se rappelle que la force supérieure peut envoyer un outil transformer Jupiter en étoile, donc ils sont bien plus puissants que nous, ils arrivent à lire les esprits, à sortir l'âme, le corps et l'esprit. Bon, ils réfléchissent et ils arrivent à une certaine conclusion. Et là, on découvre un paragraphe qui nous présente le mont Pico, une montagne qui est sur la Lune, qui contient toutes les pires armes de l'humanité. Les pires maladies, les pires armes, enfin bon, tout ce qu'il y a de pire pour l'humanité. Et parmi toutes ces armes, il y a une sorte de maladie pour les ordinateurs. C'est une sorte de virus qui impose à l'ordinateur de faire des calculs, qui mathématiquement sont des paradoxes, ou qui ont des temps de calcul infinis. Que les preuves mathématiques prouvent que c'est impossible de trouver une certaine solution. Donc par exemple, trouver toutes les décimales de pi, faire des calculs impossibles, essayer de résoudre des paradoxes. Donc ils se disent qu'ils vont prendre un disque dur sur ce mont Pico, ils vont le déposer près du monolithe qu'il y a sur Europe, et ils vont le télécharger dans le monolithe. Et donc c'est ce que fait Frank Poole, l'ami de Hallman. Il va sur Europe, il va sur le monolithe qui est près du vaisseau de Sienne, il rencontre les Européens, les espèces de buissons là qui marchent. Il pose le disque dur, Hallman lui dit c'est bon, laisse-la, tu peux rentrer chez toi. Quelques jours plus tard, donc Frank Poole retourne sur Ganymède dans son super hôtel avec des murs en parois en réalité virtuelle, il peut voir ce qu'il veut comme paysage. Frank Poole est dans son hôtel, il reçoit un message et dit c'est bon, le virus a bien infecté le monolithe, le virus a pu rentrer dedans, on a fait ce qu'on a pu, on va voir ce qui se passe ensuite. Ensuite, de manière totalement déconnectée, alerte générale sur Ganymède, donc le maire de la ville ou de la comète fait une alerte générale et il dit voilà, regardez dans le ciel, on ne voit plus Lucifer. Il n'y a plus Lucifer, tout simplement. Alors il dit mais ne vous inquiétez pas, il n'y a aucune raison de s'affoler. Donc ça fait très discours de politique. Nous savons ce qui se passe. Enfin non, il dit pas qu'il sait ce qui se passe, mais il dit quand même de ne pas s'affoler. Et ensuite il dit voilà, on a un autre télescope par là qui détecte et Ganymède n'a pas disparu. Mais il y a un grand disque noir qui a caché Jupiter. Pardon, je viens de dire Ganymède, mais j'aurais dû dire Lucifer, l'étoile Lucifer. Donc voilà, il y a un grand disque noir qui cache Lucifer. De la même manière, il y a un grand disque noir entre la Terre et le Soleil qui cache le Soleil. Et de la même manière, il y a un grand disque noir entre la Lune et le Soleil qui cache le Soleil. Et donc les télescopes zoom, et se rendent compte qu'en fait les disques noirs sont constitués de plein de petits monolithes. Toujours eux. Et en fait, après quelques temps, ça disparaît. Donc tous les professionnels, le Grand Conseil, les maires et le monde de l'espace se rendent compte que c'est à cause de la force supérieure, se rendent compte que c'est une action visée contre les terriens, puisque les 3 zones habitées, la Terre, la Lune et Ganymède, ont été visées de manière très précise. Et ils se disent que voilà, on a 500 années-lumière, donc la force supérieure peut mettre... si
Euh, Quand les humains sont allés sur Europe en 2000, eh ben, le monolithe a envoyé le message pendant 500 ans, et le message est revenu en l'an 3000, 3061. Donc ils peuvent commencer à se demander si ils vont pas bientôt recevoir la visite de la force supérieure, ou bien c'est en cette année 3000 que la force supérieure se sent attaquée, et donc on peut attendre 1000 ans avant que la force supérieure réplique, si ils ne peuvent pas aller plus vite que la lumière. Mais voilà. Et ensuite, la dernière scène de ce dernier livre, de cette Odyssée de l'espace, c'est on voit le mont Pico, avec le petit robot qui range le disque dur euh, dans la montagne, et qui est, conformément au protocole, qui est complètement désintégré, au cas où il transporte une maladie ou quelque chose. Donc la dernière scène, c'est ce robot qui disparaît. Fin de l'Odyssée de l'espace et des 5 Odyssées de l'espace, écrit par Arthur C. Clarke.